Le salon du domaine de Valange sentait la cire fraîche et les fleurs coupées de la veille, quand Solène entendit le gravier crisser sous les routines d'une calèche. Elle était à la fenêtre depuis un moment, les mains posées sur le bord de la croisée, regardant sans vraiment regarder l'allée qui descendait entre les ormes. Puis la calèche s'arrêta, et une femme en descendit, robe de deuil, gants gris, un voile relevé sur le chapeau comme on relève un secret qu'on n'a plus la force de cacher. Solène vit Frédéric se lever du fauteuil derrière elle. Elle ne l'entendit pas se lever. Elle le sut, parce que l'air dans la pièce changea, parce que quelque chose dans le silence se tendit comme une corde qu'on accorde trop fort, et parce que quand elle se retourna, son mari regardait la femme qui descendait de calèche, avec un visage qu'elle ne lui avait jamais vu. 3 secondes. Il ne bougea pas. Il ne parla pas. Il regarda Isabelle de Marbeuf descendre les 2 marches de la calèche, comme si le reste du monde avait cessé d'exister. Et Solène, debout dans son propre salon, comprit en 3 secondes ce que 3 ans de mariage ne lui avaient jamais dit. Isabelle de Marbeuf avait 33 ans, un deuil de 6 mois sur les épaules, et la posture d'une femme qui a appris à entrer dans des pièces difficiles, sans montrer qu'elle lui coûte quelque chose. Elle traversa le salon, ôta ses gants gris avec des gestes précis, et dit « Je viens pour les lettres ». Frédéric répondit, et sa voix avait une légèreté forcée que Solène reconnut comme l'opposé exact de la légèreté. « Tu aurais pu écrire. » Isabelle posa ses gants sur le guéridon du salon. « J'ai écrit 3 fois. Tu n'as pas répondu. » Solène ne dit rien. Elle regardait son mari, les épaules légèrement rentrées, les mains qui ne savaient pas où se poser. Et quelque chose en elle se mit en mouvement avec la précision d'une décision qu'on n'a pas encore formulée, mais qu'on a déjà prise. Elle quitta le salon sans un mot, monta l'escalier, entra dans le bureau. Le bureau de Frédéric sentait le cuir et l'encre. La lumière de septembre entrait par la fenêtre orientée au sud, la même fenêtre par laquelle elle regardait parfois les champs du domaine, en attendant qu'il rentre de ses chevauchées. Elle ouvrit le premier tiroir. Les baux de Gaillard, le fermier du domaine nord, les comtes de la Chapelle, dans leur chemise beige, annotée de sa propre écriture à elle. Et entre les deux, 3 lettres pliées, scellées à la cire rouge, l'adresse de Frédéric tracée d'une main qu'elle ne connaissait pas. Pas cachée. Classée. Solène resta immobile une longue seconde, les lettres dans la main. Puis elle referma le tiroir, descendit l'escalier et entra dans le salon avec les 3 lettres posées à plat dans sa paume comme on porte des pièces à conviction. Isabelle était encore là. Frédéric s'était rapproché de la fenêtre, le même mouvement instinctif qu'il avait devant les situations qu'il ne savait pas résoudre, se mettre entre lui et la lumière, pour qu'on ne voie pas son visage. Solène posa les 3 lettres sur le guéridon, à côté des gants gris, et se tourna vers son mari. « Frédéric. » Il se retourna. « Quand tu m'as demandé de t'épouser, tu m'as dit quelque chose. Tu t'en souviens ?» Il ne répondit pas immédiatement. Elle continua. « Tu m'as dit, cote 0, j'ai accepté ces termes. 3 ans. Un fils. Cette maison. J'ai accepté. » Elle désigna les lettres du regard. Ces lettres sont rangées entre les baux de Gaillard et les comptes de la Chapelle, pas dans un tiroir fermé à clé, pas derrière les livres de comptes, rangées comme des documents courants, comme si elles faisaient partie de l'administration ordinaire de ta vie. Frédéric dit « Je ne t'ai jamais menti. » Non. Solène ne haussa pas la voix. « Tu n'as jamais rien dit. Ce n'est pas la même chose. 3 ans de silence, et ce matin, 3 secondes de regard sur elle ont dit plus que tout ce que tu m'as donné en 1000 jours.
Je t'ai regardé cette femme descendre de calèche. Et j'ai vu sur ton visage quelque chose que je n'ai jamais vu en 3 ans de mariage. Frédéric ouvrit la bouche. Solène, je n'ai pas fini. Elle se tourna vers Isabelle, et quand elle parla, sa voix était directe, mais sans cruauté. Le ton d'une femme qui nomme les faits, parce que les faits sont la seule chose qui reste. Vous n'êtes pas mon ennemi, madame. Vous êtes le miroir dans lequel je viens de voir la vérité. Ce n'est pas votre faute. Mais je vous remercie d'être venue. Isabelle de Marbeuf ne répondit pas. Elle regardait Solène avec quelque chose dans les yeux, qui ressemblait à de la reconnaissance. Ou peut-être à de la honte. La honte particulière de ceux qui comprennent trop tard l'étendue du dommage qu'ils causent sans l'avoir voulu. Solène prit les lettres du guéridon et les tendit à Isabelle. « Voici ce que vous êtes venu chercher. » Puis elle monta à l'étage. Elle ne claqua pas la porte. Elle ne pleura pas. Elle monta l'escalier avec le pas régulier d'une femme qui a décidé quelque chose et qui n'a plus besoin de se débattre avec sa propre décision. Il y avait 4 ans de cela, en Provence, sur un sentier étroit entre les vignes du domaine de son père. L'été tirait à sa fin. On le sentait à la façon dont la lumière tombait sur les feuilles, plus oblique, plus dorée, comme si le soleil prenait ses distances avant de partir. Frédéric de Vallanges était venu négocier l'achat de terres adjacentes à son domaine d'Île-de-France. Terres que le comte de Roquevert possédait depuis 3 générations. Il s'attendait à traiter avec le comte. Il avait trouvé la fille. Solène connaissait les baux par cœur. Elle avait posé les questions que son père oubliait de poser, sur les droits d'eau, sur les servitudes de passage, sur les clauses de révision quinquennale. Frédéric l'avait regardé citer les termes d'un acte de 1743 de mémoire. Et il avait dit, avec la surprise sincère d'un homme qui n'a pas l'habitude d'être surpris. « Votre père a une fille plus compétente que mes intendants. » Ce n'était pas un compliment de salon, c'était une observation, précise, directe, sans ornement. Et Solène avait ri. Pas le rire poli qu'elle réservait aux visiteurs. Pas le rire mesuré des dîners où il fallait être agréable, sans paraître trop vive. Un rire court, sincère, qui lui avait échappé avant qu'elle puisse le contrôler. Le premier rire sans calcul qu'elle avait eu devant un homme qu'elle ne connaissait pas encore. Le lendemain, ils avaient marché sur ce sentier entre les vignes pour inspecter la parcelle en litige. Le chemin était étroit. 2 personnes pouvaient y passer côte à côte à condition de ne pas s'écarter. Les épaules de Frédéric avaient frôlé les siennes dans le passage le plus resserré. Elle ne s'était pas écartée. Il n'avait pas accéléré le pas. Ils avaient fait continuer à marcher à cette distance-là, les épaules presque en contact, pendant une 20aine de mètres, sans que ni l'un ni l'autre ne trouve quelque chose à dire. Et ce silence-là n'avait pas été un vide. Ça avait été quelque chose d'autre. 3 mois plus tard, il l'avait demandé en mariage. L'hiver suivant, sur le chantier de la chapelle qu'elle avait entrepris de restaurer, les murs noircis par l'humidité, les vitraux fêlés, les pierres du sol soulevées par les racines. Un maçon avait fait tomber un seau de chaux du haut de l'échafaudage. Frédéric, qui était entré sans prévenir, avait tiré Solène en arrière d'un geste instinctif, la main à sa taille, le corps interposé entre elle et le seau qui s'écrasait. 3 secondes de contact, la chaleur de sa main à travers le tissu, la solidité de son bras. Puis, il l'avait lâché. Il était sorti du chantier sans un mot, sans se retourner, comme si le geste l'avait surpris lui-même. C'était la première fois que son corps avait agi avant son esprit. Solène avait compris ce matin-là, debout dans la poussière de chaux,
que Frédéric de Valanges l'aimait d'une manière ou d'une autre. Mais qu'entre la manière dont il l'aimait et la manière dont elle l'aimait, il y avait un écart qu'elle avait décidé de combler avec du temps et de la patience. Ce matin de septembre, debout dans le corridor du premier étage, avec les lettres d'Isabelle encore présentes dans sa mémoire comme une brûlure, elle savait que le temps n'avait rien comblé. Il avait seulement rendu l'écart plus visible. Solène entra dans la chambre d'Armand. Son fils dormait encore, les bras étendus de chaque côté de la tête dans la posture abandonnée des enfants de 2 ans qui n'ont pas encore appris à se défendre pendant leur sommeil. Elle resta debout près du lit un long moment, sans le toucher pour ne pas le réveiller. Il avait les cheveux de Frédéric, cette couleur entre le châtain et le brun qui virait au roux dans la lumière du soir. Il avait ses mains à elle, les doigts longs, les paumes étroites. Elle sortit de la chambre et trouva Marthe dans le corridor. Marthe avait 40 ans, une économie de parole qui ressemblait à de la discrétion et qui était en réalité une forme d'intelligence. Elle comprenait les situations avant qu'on les lui explique. « Marthe, » dit Solène, « préparez la malle et les affaires d'Armand. » Marthe la regarda une seconde. « Tout, madame ? Tout ce qui est à lui et à moi. » Marthe inclina la tête et s'en alla sans poser d'autres questions. Solène descendit l'escalier. Elle avait les lettres d'Isabelle dans la main. Elle les avait reprises sur le guéridon après qu'Isabelle soit sortie du salon. Elle traversa le rez-de-chaussée. Frédéric était dans le corridor du bas, et quand il la vit descendre avec les lettres, il fit un pas vers elle et attrapa sa main. « Attends. » Solène s'arrêta. Elle le regarda, de près, comme on regarde quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps et qu'on essaie de voir tel qu'il est vraiment, plutôt que tel qu'on a décidé qu'il était. Il répéta, la voix moins assurée. « S'il te plaît. » Elle retira sa main. « J'ai attendu 3 ans, Frédéric. C'est fini. » Elle continua vers la porte du jardin. Il ne la suivit pas. Elle entendit, derrière elle, le silence de quelqu'un qui n'a pas trouvé les mots à temps et qui le sait. L'après-midi était tiède et lumineux. Le ciel de septembre blanc au bord, bleu au centre. Isabelle de Marbeuf avait appris par Bressac, la tante de Frédéric, qui avait la franchise des femmes qui ont renoncé depuis longtemps à ménager les susceptibilités, que la confrontation avait eu lieu le matin même, que Solène avait trouvé les lettres, et que la malle était en cours de préparation au premier étage. Isabelle chercha Solène dans le domaine. Elle la trouva dans la chapelle. La chapelle du domaine de Valanges avait été restaurée sur 3 ans. Les murs rejointoyés à la chaux, les vitraux nettoyés un par un, les pierres du sol reposées à niveau. La lumière de septembre entrait par les fenêtres hautes et tombait sur les bancs en longues diagonales pâles. Ça sentait la pierre froide et la cire des bougies et, très légèrement, le plâtre frais, une odeur de travail accompli. Solène était debout devant l'autel. Elle ne priait pas. Elle regardait les pierres du mur. Isabelle entra. Elle s'arrêta à mi-nef, les mains jointes devant elle, et dit « Je ne suis pas venue le reprendre. Je veux que vous le sachiez. Mon mari est mort en mars. Je voulais récupérer des lettres que j'avais écrites il y a 4 ans et qui ne m'appartenaient plus, mais que je voulais reprendre quand même. Et partir, c'est tout ce que je voulais. » Solène ne se retourna pas immédiatement. Quand elle le fit, son regard était calme. Pas le calme de quelqu'un qui n'est pas blessé, mais le calme de quelqu'un qui a décidé que la blessure ne changerait pas ce qu'elle avait à dire. Ce n'est pas la question, madame. La question n'a jamais été ce que vous étiez venu faire. Elle fit quelques pas dans la nef, s'arrêta près d'un banc. Vous êtes entré dans ce salon ce matin, et son visage a changé en 3 secondes.
3 ans de mariage, un fils qui dort à l'étage, cette chapelle, les fermages du domaine nord, que j'ai réorganisés parce qu'ils perdèrent de l'argent depuis 10 ans. Et 3 secondes de votre présence ont produit sur son visage quelque chose que 3 ans de la mienne n'ont pas produit. Isabelle la regardait sans l'interrompre. « Ce n'est pas votre faute, » continua Solène. « Je ne vous en veux pas. Mais c'est un fait, et les faits ne changent pas parce qu'on ne les a pas voulus. » Isabelle regarda autour d'elle, les murs, les vitraux, les pierres du sol. Elle prit le temps de regarder vraiment, et quelque chose dans son visage changea progressivement, comme une compréhension qui arrive par couches successives. « C'est vous qui avez fait tout ça ?» demanda-t-elle. Elle répondit simplement « Oui. »« Seule ?» ?»« Avec les maçons que j'ai trouvés et les comptes que j'ai tenus. Frédéric signait les devis. Il n'est entré ici qu'une fois pendant les travaux. Le jour où le maçon a renversé le seau de chaux. » Isabelle baissa les yeux sur les pierres du sol. « Et les fermages ?» Gaillard perdait un quart de sa récolte à cause d'un problème de drainage que personne n'avait signalé depuis 6 ans. J'ai fait venir un ingénieur de Chartres. Le problème est réglé depuis 2 ans. Isabelle ne répondit pas. Elle restait debout dans la chapelle, entourée du travail de 3 ans, et son silence n'était pas celui de quelqu'un qui cherche ses mots. C'était celui de quelqu'un qui a compris quelque chose qu'elle aurait préféré ne pas comprendre. Solène dit, plus doucement. Pas une seule fois il n'a regardé cette chapelle comme il vous a regardé ce matin. Le silence dura. Les vitraux nettoyés laissaient entrer la lumière en bande régulière. Isabelle de Marbeuf, fille de marquis, veuve du comte de Lusignan, resta immobile dans la chapelle, que l'épouse de Frédéric de Valange avait construite pierre par pierre. Et elle n'eut rien à répondre. Madame de Bressac avait 52 ans, une mémoire sans pitié et l'habitude de nommer les choses que les gens de bonne naissance préfèrent laisser dans le flou. Elle trouva Frédéric dans le bureau, debout devant la fenêtre, le tiroir ouvert sur le bureau derrière lui. Les baux de Gaillard encore en place, le vide là où les lettres avaient été rangées. « Elle a trouvé les lettres, » dit Bressac. « Ce n'est pas une question. » Il répondit d'une voix plate. « Oui. » Bressac entra dans le bureau, referma la porte, et s'assit dans le fauteuil que personne ne prenait jamais parce qu'il était en face du sien. « J'étais à ton mariage. Il y a 3 ans. » Frédéric ne se retourna pas. « Tu avais les yeux d'un homme qui enterre quelqu'un, » dit Bressac, « pas d'un homme qui épouse. » J'ai vu ça. J'ai regardé Solène de Roquevert dire oui à un homme qui était ailleurs, et j'aurais dû parler ce jour-là. Je ne l'ai pas fait. C'est ma part dans cette histoire, et je la prends. Frédéric se retourna. « Ah, Bressac, laisse-moi finir. » Elle croisa les mains sur ses genoux. « En 3 ans, le mot que tu as trouvé pour elle, c'est j'ai entendu ce mot dans ta bouche à son sujet au moins 6 fois. » Frédéric dit, « C'est vrai, tout ça est vrai. Je sais que c'est vrai. Mais tu sais ce que quote 5 veut dire? Ça veut dire digne d'être remarqué. Et tu ne l'as jamais fait. Tu as dit qu'elle méritait d'être remarquée, et tu n'as pas levé les yeux. » Le silence entre eux fut de ceux qui ne peuvent pas être remplis par des explications. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda Frédéric. Bressac se leva. « Tu sais ce que tu dois dire, si tu le ressens. Et si tu ne le ressens pas, si tu dois chercher le mot comme on cherche un document dans un tiroir, alors le silence sera ta réponse. Et elle l'aura compris avant toi. » Elle sortit du bureau. Frédéric resta seul. Il regarda le tiroir ouvert, le vide entre les baux et les comptes. Puis, il se leva et alla chercher Solène.
Il la trouva dans le corridor du premier étage, devant la porte fermée de la chambre d'Armand. Marthe avait fini de préparer la malle. Frédéric l'avait vue dans le corridor 1 heure plus tôt et lui avait demandé depuis quand elle travaillait à ça. Marthe avait répondu « Depuis ce matin, avant midi, sur ordre de madame ». Frédéric n'avait pas répondu à Marthe. Il avait continué à chercher. Maintenant, il était là, à 30 centimètres de Solène, dans le corridor étroit du premier étage. Et il y avait entre eux une distance qui n'avait rien à voir avec les 30 centimètres de bois et de tapis. « Ne pars pas », dit-il. Solène le regardait. Elle ne reculait pas, ne s'approchait pas. Elle le regardait avec une attention qui était la forme la plus complète de présence qu'il lui ait jamais connue. Comme si elle voulait voir exactement ce qu'il était, une dernière fois, sans l'adoucir. « Dis-moi le mot », dit-elle. Pas quote 6, pas quote 7, pas quote 8. Le mot que tu lui as dit à elle en 2 saisons et que tu ne m'as pas dit en 3 ans. Un seul mot. Frédéric ouvrit la bouche. Elle attendit. Elle attendit vraiment. Les mains le long du corps, le dos droit, sans impatience visible, mais avec la certitude tranquille de quelqu'un qui connaît déjà la réponse et qui donne au silence le temps d'être lui-même. Le mot ne vint pas. Solène inclina légèrement la tête. Pas un acquiescement, pas une résignation, juste la confirmation de ce qu'elle savait déjà. Elle entra dans la chambre d'Armand et ferma la porte derrière elle. Le lendemain matin, Gaillard arriva au domaine à 8 heures pour signer le renouvellement de son bail. C'était prévu depuis 3 semaines. Les papiers étaient prêts. Le notaire avait envoyé son clerc la veille. Gaillard apprit par le jardinier que madame préparait son départ. Il demanda à voir Frédéric. Frédéric le reçut dans le salon du matin. Gaillard avait 60 ans, des mains larges de paysan et la dignité particulière des hommes qui ont travaillé la même terre toute leur vie. Il ôta son chapeau en entrant. Il posa les papiers du bail sur la table. Il dit « Monsieur le duc, avant de signer, j'ai quelque chose à dire. » Frédéric dit « Je vous écoute, Gaillard. » « C'est madame qui a sauvé mes terres. Il y a 2 ans, le drainage du champ nord allait me coûter ma récolte pour la 3e année de suite. Monsieur le duc donnait des ordres. Des ordres raisonnables. Je ne dis pas le contraire. Mais madame posait des questions. Elle est venue sur le champ elle-même, en novembre, avec des bottes de travail. Elle a regardé le terrain. Elle a fait venir quelqu'un de Chartres. Le problème est réglé depuis 2 ans. Il prit le chapeau dans ses 2 mains. Sans madame, je serais parti. J'aurais rendu le bail et cherché autre chose. Je voulais que vous le sachiez avant de signer. Il prit la plume, signa le bail, reposa la plume, remit son chapeau et sortit du salon sans autre commentaire. Frédéric resta debout devant la table, les papiers signés devant lui. Plus tard, dans l'après-midi, Isabelle trouva Frédéric dans le jardin. Il était debout près du mur bas qui bordait la terrasse, les mains dans le dos, regardant les champs du domaine nord qui descendaient vers la rivière. Isabelle s'arrêta à côté de lui. « Je pars demain matin, » dit-elle. « Je voulais te parler avant. » Frédéric se tourna vers elle. C'était la première fois qu'ils étaient seuls depuis le matin. « Isabelle, non, laisse-moi parler. » Elle regardait les champs, pas lui. « Je suis venu chercher des lettres. Des lettres que j'avais écrites il y a 4 ans dans un état que je n'aurais pas dû laisser durer. Et j'ai trouvé la femme la plus courageuse que j'ai rencontrée, debout dans son propre salon, les lettres dans la main, en train de nommer la vérité sans crier, sans se défaire, sans une seule seconde de théâtre. Elle se retourna vers lui. « Moi, elle a restauré ta chapelle. Pierre par pierre, sur 3 ans, elle a sauvé les terres de Gaillard. Elle t'a donné un fils.
Et le seul mot que tu as trouvé pour tout ça, c'est quote 9. Tu sais ce que quote 10 veut dire, ça, Frédéric? Ça veut dire digne d'être remarqué. Et tu marchais devant cette chapelle chaque matin sans lever les yeux. Frédéric dit, je sais. Non, dit Isabelle. Tu le sais maintenant. Ce matin, tu ne le savais pas encore. Elle s'en alla. Frédéric resta dans le jardin, les champs du domaine devant lui, le mur de la chapelle visible dans l'angle de la terrasse, les pierres rejointoyées à la chaux, les vitraux qui captaient la lumière de fin d'après-midi. Il ne rentra pas tout de suite. La fin d'après-midi. La chapelle du domaine de Valanges. Les gants de voyage de Solène étaient posés sur le premier banc, gants de cuir fauve, les boutons déjà défaits, prêts à être enfilés. La malle était dans la calèche dehors. Armand dormait à l'étage avec Marthe qui veillait. Solène était debout devant l'autel, dans la lumière de septembre, qui entrait par les vitraux qu'elle avait fait nettoyer un par un au printemps de l'année précédente. Les pierres du sol étaient froides sous ses semelles. Elle connaissait chaque pierre. Elle avait supervisé leur repose elle-même, vérifié le niveau, choisi le sable du jointoiement. Elle entendit des pas derrière elle. Elle reconnut leur rythme avant de se retourner. Frédéric entra dans la chapelle. Il s'arrêta à mi-nef. La lumière tombait sur lui de côté, et il avait le visage de quelqu'un qui a traversé une journée qui l'a changé sans lui demander la permission. Solène. Elle se retourna. « Je t'aime », dit-il. Les mots étaient simples. Ils étaient sincères. Elle le savait. Elle pouvait entendre dans sa voix qu'il le pensait vraiment, que ce n'était pas une manœuvre, que c'était ce qu'il croyait ressentir. Et c'est précisément pourquoi elle ne pouvait pas les laisser rester sans réponse. « Non », dit-elle. « Tu m'estimes. Tu te sens en paix quand je suis dans la pièce. Tu sais que je vais gérer ce que tu n'as pas le temps de gérer, que les fermiers ont confiance, que les comptes sont tenus, que ton fils est en bonne santé. Tu te sens en paix. » Frédéric dit, « Ce n'est pas seulement ça. Laisse-moi finir. » Elle fit un pas vers lui, pas pour se rapprocher, pour qu'il l'entende mieux. La paix n'est pas l'amour, Frédéric. La paix, c'est l'absence de douleur. Et l'amour, c'est un risque. Tu as pris ce risque pour elle. 2 saisons. La passion, la peur, l'abandon quand son père l'a donné à un autre. Tu as risqué quelque chose avec elle. Tu as eu quelque chose à perdre. Elle s'arrêta. Avec moi, tu n'as jamais eu peur. Jamais. Pas une seule fois en 3 ans. Parce que tu n'as jamais eu assez à perdre avec moi pour ressentir la différence. La porte de la chapelle s'ouvrit derrière Frédéric. Isabelle entra. Elle s'arrêta sur le seuil, les mains jointes, et comprit en 1 seconde ce qu'elle interrompait. Elle ne repartit pas. Elle resta sur le seuil. Derrière elle, Bressac s'arrêta dans l'encadrement de la porte, les épaules droites, le visage fermé. Solène les vit. Elle regarda Isabelle. « Ce matin, je vous ai dit que vous étiez un miroir, » dit-elle. « J'avais tort. Vous n'êtes pas un miroir. Vous êtes la preuve qu'il sait aimer, qu'il sait ce que c'est, qu'il en est capable, et qu'il a choisi de ne pas le faire avec moi. » Frédéric dit, « Ce n'est pas un choix que j'ai fait. Ce n'était pas calculé. » Je sais que ce n'était pas calculé. La voix de Solène ne tremblait pas, mais elle ralentit légèrement, le seul changement de rythme qu'elle s'autorisa. C'est pire. Un calcul, ça se défait. Une vérité de cœur, ça ne se négocie pas. Elle le regarda en face. Tu m'as dit quote 11, et voici ton cœur honnête. Tu m'as choisi parce qu'avec moi tu ne risquais rien. Isabelle était partie. Tu avais besoin d'une maison, d'un héritier, d'une femme qui saurait tenir les comptes et ne te demanderait pas ce que tu ne pouvais pas donner. Et je correspondais. Je suis ton compromis,
Frédéric. Elle prononça le mot clairement, sans violence, comme on nomme un fait géographique, une distance entre deux points. Et voici mon dernier adieu. Elle traversa la nef vers le premier banc, prit les gants, commença à les enfiler, le geste précis, les doigts, un par un, le bouton du poignet. Frédéric fit un pas. Solène. Armand grandira en sachant ce qu'est l'amour. Pas le confort, pas la paix. L'amour, celui qui fait peur, celui qui coûte quelque chose. Il grandira chez moi, en Provence, dans une maison où le mot qu'on dit aux gens qu'on aime n'est pas code 12. Elle boutonna le second gant. Tu viendras le voir. Je ne t'interdirai pas son fils, mais il grandira avec moi. Bressac, sur le seuil, dit « Elle a bien raison. Surtout. » Isabelle, les mains toujours jointes, dit « Je suis venue chercher des lettres, et j'ai trouvé la femme la plus courageuse que j'ai rencontrée. » Solène traversa la chapelle vers la sortie. Elle s'arrêta devant Frédéric, tout près, comme elle s'était arrêtée près de lui sur le sentier de Provence 4 ans plus tôt, quand leurs épaules se frôlaient entre les vignes et qu'elle n'avait pas voulu s'écarter. Elle leva la main et la posa sur sa joue. Il ferma les yeux. Elle l'embrassa, court, les yeux ouverts, sans passion et sans colère. Un baiser de clôture. Le genre de baiser qu'on pose sur quelque chose qu'on a aimé et qu'on laisse derrière soi. Elle retira sa main. Elle sortit de la chapelle. Ses pas résonnèrent sur les pierres qu'elle avait fait rejointoyer. Un bruit régulier, clair, qui s'éloigna vers le perron et ne revint pas. L'aube était grise et froide. Ce bleu particulier qui précède la lumière et qui ressemble à une hésitation du monde avant de recommencer. L'allée de gravier du domaine de Valanges crissait sous les pas de Marthe, qui portait Armand endormi, enroulé dans une couverture de laine. L'enfant avait 2 ans. Il dormait avec la confiance absolue des êtres qui ne savent pas encore que le monde peut bouger sous leurs pieds. Marthe l'installa dans la calèche, avec des gestes lents pour ne pas le réveiller. Cala la couverture, s'assura que sa tête était bien appuyée. Solène descendit les marches du perron. Elle avait les mains libres. La malle était déjà chargée. Elle portait un manteau de voyage gris, les cheveux relevés sous un chapeau sobre. Elle ne regarda pas les fenêtres du salon, ni celles du bureau. Elle regarda l'allée devant elle. Près de la grille, Gaillard était debout depuis l'aube. Il avait son chapeau à la main, le même chapeau qu'il avait ôté la veille devant Frédéric. Quand Solène passa devant lui, il ôta le chapeau contre sa poitrine et demeura immobile, sans un mot. Elle posa brièvement la main sur son bras en passant, sans s'arrêter. Elle monta dans la calèche. Marthe prit place en face d'elle. Le cocher fit avancer les chevaux. Les roues crissèrent sur le gravier. La calèche descendit l'allée entre les ormes, passa la grille, disparut dans le chemin qui menait vers la route de Chartres et plus loin, vers le sud. Les pierres de la chapelle restèrent. Elle ne pouvait pas les emporter, mais elles restaient, et c'était différent de fuir. Octobre. Isabelle de Marbeuf était repartie le lendemain du départ de Solène, les lettres dans sa malle, sans laisser d'adresse. La dernière chose qu'elle avait dite à Frédéric dans le corridor du rez-de-chaussée, avant de monter dans sa propre calèche. Elle a restauré ta chapelle avec ses mains. Et tu marchais devant chaque matin sans lever les yeux. Frédéric n'avait pas répondu. Il n'y avait rien à répondre. Les semaines passèrent avec la régularité mécanique des semaines qui ne savent pas qu'on est en deuil. Les baux furent renouvelés. Le drainage du champ nord fonctionnait. Les comtes de la chapelle, dans leur chemise beige annotée de l'écriture de Solène, restaient dans le tiroir du bureau, entre les baux de Gaillard et le vide où les lettres d'Isabelle avaient été rangées. Un matin d'octobre, Frédéric entra dans la chapelle. C'était la première fois depuis le départ de Solène. La porte était restée fermée, pas fermée à clé,
simplement fermées, comme les pièces dans lesquelles on n'entre pas parce qu'on ne sait pas encore comment y entrer. Les vitraux, qu'elle avait fait nettoyer au printemps précédent, laissaient entrer la lumière d'automne. Plus oblique que la lumière de septembre, plus froide, mais précise. Les pierres du sol étaient froides sous ses semelles. Les murs sentaient la chaux sèche et la pierre ancienne. Il s'avança dans la nef. Il regarda les murs, les voûtes basses, les vitraux. Il regarda vraiment, pas en passant, pas en traversant pour sortir de l'autre côté. Il s'arrêta. Sur le premier banc, il y avait une marque dans le bois. Une entaille nette, délibérée. 2 lettres gravées dans le chêne sombre. S.R. Solène de Roquevert. Pas de Valange. Roquevert, son nom à elle. Le nom qu'elle portait avant lui et qu'elle avait apparemment décidé de ne jamais tout à fait abandonner, même dans ce domaine qu'elle avait restauré comme si c'était le sien. Frédéric s'assit sur le banc. Il posa sa main sur les 2 lettres gravées. Le bois était lisse autour de l'entaille, poli par les années, froid sous la paume. Dans l'entaille elle-même, les bords étaient nets, sans bavure. Elle avait gravé ça le jour où la restauration avait été achevée. Il en était certain sans savoir comment il le savait. Il resta. Dehors, Gaillard passait avec le jardinier sur le chemin de la terrasse. Le jardinier dit quelque chose à voix basse. Gaillard regarda la porte ouverte de la chapelle, la lumière qui en sortait, la silhouette immobile sur le banc. « La chapelle est ouverte ce matin, » dit Gaillard. « Le duc est dedans. » Il remit son chapeau. « En 3 ans, c'est la première fois. » Ils continuèrent leur chemin. Dans la chapelle, la lumière d'octobre traversait les vitraux que Solène avait fait nettoyer et tombait sur les pierres qu'elle avait fait rejointoyer et éclairait les 2 lettres gravées dans le bois du banc. S.R. Pendant que Frédéric de Valange gardait la main posée dessus et apprenait, trop tard et complètement, la différence entre la paix et l'amour.